Actuellement, la nation chinoise sauve le monde sans recevoir de reconnaissance. J'imagine donc que vous êtes au moins au courant de ce qui vous entoure et que vous savez que le monde connaît une pénurie de carburant. De la Croatie au Cambodge, du Canada au Cameroun jusqu'à la Crimée, même si c'est pour des raisons assez différentes dans ce dernier cas, les prix du carburant explosent et de vieux économistes poussiéreux sont réveillés pour qu'ils puissent avertir que des problèmes encore plus graves se préparent. La raison de la crise est évidente, la fermeture du détroit d'Ormuz à cause des décisions des dirigeants mondiaux à Téhéran, Washington et Jérusalem. Malgré un mémorandum entre les États-Unis et l'Iran, la guerre affectera le secteur énergétique mondial pendant des mois, voire des années. Mais si la crise n'est pas pire qu'elle ne l'est déjà, c'est en grande partie grâce à la Chine. Avant la guerre au Moyen-Orient, la Chine importait environ 11,7 millions de barils de pétrole chaque jour. Mais en ce moment, Pékin a réduit ses importations d'environ 3 millions de barils par jour. Cela représente près des 3/4 de la réduction mondiale totale des importations de pétrole. C'est seulement parce que la Chine encaisse le choc que le prix du pétrole n'a pas atteint les 150 ou même 200 $ le baril redouté. Les avantages pour la Chine sont évidents. Pendant que les Américains s'affrontent dans des joutes contre des moulins à vent perçants, les Chinois maintiennent la stabilité, restent patients et veillent sur le reste du globe. Mais pour Pékin, comme pour tout le monde, chaque action a un coût. Et en échange de l'opportunité de jouer les héros, la Chine a peut-être sacrifié sa plus grande ambition mondiale. Ces millions de barils de pétrole proviennent actuellement des réserves stratégiques chinoises. Un dépôt de pétrole gargantuesque estimé à un total pouvant atteindre 1,4 milliard de barils. Cependant, le marché mondial de l'énergie mettra longtemps à se remettre de la guerre au Moyen-Orient, tandis que des années d'enquête pour corruption suggèrent que les réserves chinoises pourraient être plus faibles que prévu par Pékin. Et à moins que ces réserves ne soient exactement là où elles doivent être, une invasion de Taïwan est tout simplement impossible. La Chine moderne a beaucoup d'atouts. Une économie de classe mondiale, une armée de superpuissance, un secteur manufacturier à la pointe et bien sûr des ours pandas. Aucune nation ne peut profiter de tous les avantages en même temps, pas même la Chine. Malgré ces nombreux atouts, la Chine manque d'une production pétrolière suffisante pour répondre à sa forte demande énergétique. Chaque jour, la Chine consomme environ 16 millions de barils de pétrole, et sur cette quantité, ses importations représentent environ 70%. C'est donc ce chiffre de 11,7 millions de barils que nous avons déjà évoqué. Maintenant, ce volume de pétrole est difficile même à imaginer, et c'est bien trop pour être transporté par le rail ou la route, sans parler de l'avion. La plupart des importations de pétrole chinoises arrivent par mer depuis l'Arabie Saoudite, l'Irak, le Brésil, la Russie et d'autres pays, dont une part importante de pétrole sous sanctions en provenance de pays comme l'Iran et le Venezuela. La Chine ne cherche pas vraiment à éviter les sanctions et a assez de puissance économique et d'influence géopolitique pour se le permettre. Concernant les inconvénients de l'import maritime, tels que la lenteur, la dépendance à des points d'étranglement et le passage par peu de ports, la Chine n'a généralement pas de gros problèmes. Ces importations arrivent à l'heure, et comme peu ont intérêt à perturber les intérêts économiques chinois, le système fonctionne généralement très bien. Mais la récente guerre au Moyen-Orient a montré que la Chine reste vulnérable à une interruption de ses importations de pétrole en cas de problème. Le blocus du détroit d'Ormuz ne concernait en aucun cas la Chine, et il a été mis en place lors d'une guerre entre un partenaire stratégique de longue date de la Chine, l'Iran, et le premier partenaire commercial mondial de la Chine, les États-Unis. Cela a tout de même gravement affecté l'approvisionnement en pétrole de la Chine. Entre les pénuries inhérentes à la guerre et celles que la Chine a choisi d'absorber en conséquence, plus d'un quart du volume des importations chinoises a été effacé des registres à cause d'un conflit qui, à la base, concernait peu la Chine. Dans l'éventualité où la Chine entrerait directement dans un conflit, et en particulier un conflit concernant Taïwan, qui impliquerait presque à coup sûr les États-Unis, ces problèmes seraient bien pires. La principale raison est que la majorité des importations d'énergie chinoise transitent par un seul point d'étranglement critique, le détroit de Malacca. C'est un bras de mer très étroit qui passe entre la Malaisie, Singapour et l'Indonésie. Et il voit transiter environ 80% de toutes les importations de pétrole brut et plus de 60% du gaz naturel liquéfié que la Chine reçoit. La Chine pourrait éviter le détroit en envoyant ses navires plus au sud, mais elle rencontrerait d'autres points d'étranglement, tous contrôlés par l'Indonésie. Beaucoup de ces détroits sont soit sous-développés, soit trop peu profonds pour être navigués, soit tout simplement trop éloignés pour qu'on puisse facilement y réacheminer le trafic. C'est un problème dont la Chine est bien consciente. En 2003, l'ancien dirigeant suprême Hu Jintao a inventé l'expression « le dilemme de Malacca » pour décrire précisément ce problème.
En cas de guerre sur Taïwan, la Chine suppose que le dilemme de Malacca pourrait devenir un talon d'Achille géostratégique, au lieu d'un simple inconvénient économique. C'est une région du monde où la marine américaine est très active, surveillant continuellement le détroit et stationnant suffisamment de moyens à proximité, en patrouille ou à des emplacements fixes pour qu'un blocus facile puisse être rapidement mis en place. Même si Singapour, la Malaisie et l'Indonésie souhaitent garder de bonnes relations avec la Chine, ils restent tous proches des États-Unis, surtout l'Indonésie. L'Indonésie a la plus grande et la plus expérimentée armée et contrôle toutes les alternatives proches si le détroit de Malacca devait être évité. Singapour a une armée impressionnante pour la région et est un partenaire majeur des États-Unis en sécurité, tandis que l'Indonésie bénéficie d'un partenariat stratégique global avec Washington. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas entendu, ce sera bientôt Nusantara et Washington. L'Indonésie déplace sa capitale parce que Jakarta est en train de s'enfoncer dans le sol. Outre les 3 pays riverains du détroit, la voie navigable est aussi proche de la Thaïlande, alliée des États-Unis. Elle se situe dans la rayon de projection de puissance de la marine australienne et reste trop proche de l'Inde. L'Inde entretient une ambiguïté stratégique en géopolitique, mais pourrait aisément profiter d'une coalition régionale contre la Chine pour nuire à ses intérêts. En résumé, si la Chine déclenchait une guerre sur Taïwan, elle devrait s'attendre à une fermeture rapide du détroit de Malacca. Cela signifie que la grande majorité des importations d'énergie chinoise devraient simplement s'arrêter et, pire encore, la Chine ferait également face à un flot de sanctions internationales de la part d'une bonne partie des nations du monde. Des pays auparavant proches de la Chine, mais qui passent désormais dans l'orbite américaine, comme le Venezuela, pourraient stopper leur livraison de carburant. Bien sûr, cela ne signifie pas que la Chine va accepter cette situation sans réagir. Pékin a tout fait ces dernières décennies pour préparer une riposte. Nous avons souvent évoqué un aspect de cette riposte dans Warfront, chaque fois que nous parlons de la guerre en cours au Myanmar, où la Chine possède un grand oléoduc reliant un port de l'océan Indien à la frontière chinoise. Si le détroit de Malacca fermait, ce serait le seul moyen pour la Chine de recevoir par mer des importations de pétrole du Moyen-Orient, de Russie et d'autres exportateurs mondiaux. La Chine veut ouvrir plus d'oléoducs au Myanmar, possède déjà un oléoduc fonctionnel depuis le Kazakhstan et en développe plusieurs avec la Russie. Au pire, la Chine peut acheminer du pétrole par voie terrestre depuis Gwadar au Pakistan via le corridor économique Chine-Pakistan. Enfin, elle pourrait également transporter du pétrole par voie terrestre, mais de manière plus limitée, depuis l'ensemble du Moyen-Orient et de l'Asie centrale, y compris depuis ses partenaires riches en pétrole en Iran, qui peuvent utiliser la mer Caspienne pour accéder aux principales routes de transit. Mais chacune de ces alternatives pose de sérieux problèmes. Le port du Myanmar pourrait être bloqué aussi facilement que le détroit de Malacca, tandis que ce port ou l'oléoduc kazakh pourraient être détruits par la puissance aérienne américaine. Le Pakistan a des relations complexes avec la Chine et l'Occident, et Pékin ne peut pas être certain que le Pakistan lui resterait loyal dans une situation défavorable. On pourrait en dire autant du Kazakhstan, tandis que les oléoducs qui devraient acheminer le pétrole depuis la Russie ne sont tout simplement pas encore terminés. Donc, au cas où tout tournerait mal pour la Chine en même temps, Pékin s'est employé à se ménager l'ultime assurance, cette gigantesque réserve stratégique de pétrole dont nous avons parlé plus tôt. Les estimations sur la quantité de pétrole que la Chine garde en réserve peuvent varier énormément, mais nous allons nous en tenir à l'estimation la plus élevée que nous avons mentionnée plus tôt, soit environ 1,4 milliard de barils. En supposant que la Chine consomme cette réserve au même rythme qu'elle utilise le pétrole en temps de paix, cela suffirait à lui assurer environ 120 jours. Même si la Chine rationnerait son énergie en cas de guerre autour de Taïwan, ce rationnement serait compensé par le carburant supplémentaire pour soutenir une campagne militaire. Même si nous laissons les détails aux experts en défense et énergie, nous gardons cette estimation pour illustrer notre propos. Si la Chine décide de déclencher une guerre à propos de Taïwan, alors même si les États-Unis et tous leurs alliés indo-pacifiques réagissent avec un blocus et un régime de sanctions, la Chine pourrait gagner environ 4 mois en puisant dans ses propres réserves stratégiques. C'est plus long que le temps qu'ont mis l'Iran et les États-Unis à agir cette année. Depuis les premières phases de la campagne de bombardement américaine, en passant par toute la phase active de la guerre, puis le cessez-le-feu initial et les négociations de paix, jusqu'au protocole d'accord que les deux nations ont signé à la mi-juin. Beaucoup de choses peuvent arriver en 120 jours et si une attaque chinoise contre Taïwan se déroule comme prévu, Pékin peut penser pouvoir envahir, forcer Taipei à capituler et convaincre le monde de laisser la situation revenir à la normale. Il faut aussi rappeler que la réserve pétrolière stratégique chinoise ne vise pas uniquement à préserver sa capacité à entrer en guerre. C'est un atout géopolitique et économique très pertinent pour de nombreuses autres raisons.
La réserve aide la Chine à compenser les déficits d'importation ou de production, à faire face à l'agression économique et à amortir les chocs du marché, comme la guerre en Iran. Ce n'est pas seulement une réserve en vue d'une invasion de Taïwan, il se trouve simplement que c'est aussi une réserve en vue d'une invasion de Taïwan, en plus des autres avantages qu'il offre. Avant d'expliquer comment la Chine pourrait avoir condamné l'invasion de Taïwan avant son début, prenons un moment pour parler de Front.co. Front sont de plus en plus des plateformes professionnelles, si l'on peut se permettre de le dire nous-mêmes. Pour ceux d'entre vous qui aiment ce que nous faisons ici sur la chaîne principale, mais qui souhaiteraient en sens que ce soit plus approfondi et un peu plus geek. Chaque semaine, nous publions 2 vidéos, désormais narrées par moi, sur les conflits méconnus qui façonnent notre monde. Nous publions aussi 3 longs articles d'experts sur des conflits de l'Ukraine, au Soudan, de l'Iran au Mali et plus encore. Écoutez, si l'épisode d'aujourd'hui vous apporte quelque chose, consultez gratuitement des articles sur le pari géopolitique de Tokyo sur Taïwan, comment les opérations de Trump au Venezuela visaient à affaiblir la Chine et les richesses économiques sous la mer de Chine méridionale. D'ailleurs, ils sont gratuits si vous en voulez davantage. 5$ par mois ou 50$ par an, ce qui nous paraît raisonnable. Revenons maintenant à la Chine. Affaiblie et sapée. Laissons de côté l'invasion de Taïwan pour l'instant et concentrons-nous sur la situation actuelle. Comme dit plus tôt, la Chine n'est pas la seule à souffrir d'une pénurie d'énergie due à la guerre. En Iran, avec des répercussions qui devraient marquer les mois, voire les années à venir. Mais selon tous les critères imaginables, la Chine a choisi de porter une part disproportionnée du fardeau de cette crise mondiale. Ce n'est pas un hasard et ce n'est pas quelque chose que la Chine est obligée de faire. En fait, si la Chine le voulait vraiment, elle a le poids économique et le levier géopolitique nécessaire pour simplement commencer à surenchérir sur ses concurrents en payant plus cher pour garantir que ses réserves d'énergie ne soient pas affectées un seul instant. Que cherche à accomplir la Chine ? Il semble que Pékin réduise ses importations de pétrole pour montrer qu'elle en a les moyens. La Chine a diversifié ses sources d'énergie, notamment renouvelables et nucléaires, et modernisé ses infrastructures ces 10 dernières années. La Chine utilise davantage de voitures électriques et d'autres systèmes qui, bien que pouvant dépendre du pétrole pour produire l'électricité, réduisent la consommation globale. Selon le Rhodium Group, cité par CNBC, l'effort de la Chine pour les véhicules électriques a déjà réduit sa demande de pétrole de plus d'1 million de barils par jour, chiffre qui devrait atteindre 1 600 000 barils par jour au cours des 12 prochains mois. La Chine a profité de la fermeture du détroit d'Ormuz pour tester sa capacité à recourir aux énergies renouvelables et autres sources afin de compenser sa consommation de carburant en cas de crise. En fait, cela s'est presque révélé être une opportunité pour la Chine à cet égard. Le choc mondial est sérieux, mais il n'est pas si grave que ça. Si l'expérimentation de la Chine échoue, elle peut vite changer de cap et s'emparer d'une plus grande part du pétrole mondial. En citant un rapport récent du Wall Street Journal, les Chinois conduisent de moins de voitures à essence et prennent le train au lieu de l'avion. Le pays réduit les opérations dans les usines qui transforment le pétrole brut en matière première pour des matériaux comme les plastiques. Fin de citation. Ce choc est également un outil utile pour aligner le gouvernement chinois, son élite économique et ses citoyens ordinaires autour de la transition vers la décarbonation, car une Chine qui s'est éloignée de sa dépendance au pétrole est une Chine qui ne pourra pas subir de perturbations similaires à l'avenir. L'argument géopolitique évoqué en introduction s'illustre. L'Amérique provoque le chaos au Moyen-Orient, tandis que la Chine soutient ses partenaires commerciaux mondiaux. Le ministre des Affaires étrangères du pays, Wang Yi, et son envoyé spécial au Moyen-Orient, Zhao Jun, travaillant d'arrache-pied pour établir des liens avec les partenaires de la Chine à travers le monde, passant des appels et menant une diplomatie de navette afin d'identifier les pays qui ont le plus besoin d'aide. Beaucoup de ces pays se trouvent à proximité immédiate de la Chine. Les Philippines, le Vietnam, ainsi que la Thaïlande et l'Indonésie, déjà cités comme pouvant contrer une invasion chinoise de Taïwan. Là-bas, ainsi que dans des pays africains comme l'Éthiopie, le Zimbabwe ou le Kenya, la Chine peut essentiellement absorber une partie de leur part du choc pétrolier en assumant elle-même le fardeau économique. Le pétrole destiné à la Chine peut être redirigé vers des pays plus nécessiteux. La Chine n'applique pas cette approche qu'au pétrole. Pékin a revendu du gaz naturel liquéfié qu'elle avait déjà importé en le vendant au Japon, à la Corée du Sud et à d'autres pays prêts à payer un prix plus élevé. Ils évitent les coupures d'électricité, la Chine vend cher et les pays qu'elle aide lui doivent une grande reconnaissance. C'est une stratégie qui pourrait rapporter de véritables dividendes à la Chine dans les décennies à venir, alors que Pékin cherche à renforcer son influence par le soft power à travers le monde. Si la Chine envahissait Taïwan demain, le Japon ne se contenterait pas de GNL supplémentaires et rejoindrait ses alliés à Washington pour défendre l'île.
Un geste inattendu de générosité de Pékin aujourd'hui pourrait réchauffer les relations demain, favoriser de nouveaux accords, puis remettre en question la relation par la suite, et ainsi de suite. Le monde connaît depuis un moment une période de transition entre grandes puissances. Alors que la puissance américaine décline, que l'Union européenne échoue à tenir ses promesses et que la Russie n'est qu'une dictature dotée d'un immense arsenal nucléaire. Washington affiche la perte de son soft power et échoue dans des guerres insensées, comme celle qu'il a tentée en Iran, rendant les avancées de la Chine en soft power d'autant plus notables. Le problème pour la Chine, cependant, c'est qu'elle paie ses gains en puisant dans ses réserves stratégiques et compromet ainsi les ressources énergétiques dont elle a besoin si elle veut mener une opération contre Taïwan. Nous avons discuté de l'évolution de la situation de la Chine dans la région Indo-Pacifique dans un épisode récent, alors allez-y si vous souhaitez entendre cette discussion plus en détail. Mais pour résumer, voici l'essentiel. La Chine estime actuellement que le contexte est très propice à une action militaire contre Taipei. Le gouvernement taïwanais est audacieux et provocateur, mais il est faible et miné par une opposition politique qui s'est rapprochée de manière très étroite des intérêts chinois. Les États-Unis épuisent leur stock de munitions et se laissent détourner par d'autres crises, tout en s'aliénant leurs alliés et en retirant un soutien militaire concret. La Russie poursuit l'invasion brutale d'une nation souveraine, ignorant les normes internationales. Ce qui signifie que la Chine peut se comparer favorablement à la fois à la Russie et à l'Amérique en menant une campagne rapide et décisive, bien organisée, pour prendre une île que la Chine affirme depuis toujours n'être qu'une province rebelle. Mais la Chine fera aussi face à de sérieux obstacles. Le Japon prépare une vaste remilitarisation, pouvant devenir un véritable rival pour la Chine dans l'Indo-Pacifique. L'Amérique finira par se recentrer, se réapprovisionner et, sous une future administration politique, se tourner vers la Chine dans une rivalité de grande puissance qui devrait durer plusieurs décennies. Les nations indo-pacifiques autour de la Chine, du Japon à l'Inde, Corée du Sud, Australie et Thaïlande, sont de plus en plus unies et interdépendantes. En Chine, la population vieillit et le pays fait face à une crise démographique qui va s'aggraver avant de s'améliorer. Tout cela pour dire que la Chine bénéficie aujourd'hui d'une situation géopolitique et intérieure plus favorable qu'elle n'en connaîtra probablement à nouveau à court ou moyen terme. Si la Chine veut envahir Taïwan, alors c'est le moment. Alors pourquoi se saboter en puisant dans les réserves stratégiques dont la Chine aura désespérément besoin une fois qu'une guerre éclatera ? Pour aggraver les choses, la Chine souffre de problèmes de corruption systémique connus qui risquent d'affecter la réserve stratégique, ce qui suggère qu'il n'y a peut-être pas autant de carburant que la Chine le pense. À en juger par la situation dans l'armée, les purges répétées de la Chine n'ont pas encore éliminé la corruption au sein de sa direction. L'ensemble de la direction de la force des fusées chinoises a été limogé au cours des dernières années, et en 2025, le Pentagone américain a suggéré que des problèmes de corruption étaient finalement la raison pour laquelle un prototype de sous-marin chinois a coulé alors qu'il était à quai. Même sur Warfront, notre deuxième épisode le plus populaire a exploré un scandale où le carburant des fusées chinoises aurait été siphonné puis remplacé par de l'eau par des généraux corrompus. Dans le secteur pétrolier, il est bien plus difficile pour les observateurs extérieurs de repérer quelles formes de corruption peuvent exister et ce qui a été découvert puis sanctionné. Les purges militaires se repèrent souvent par l'absence de généraux lors des grands événements, alors que les acteurs du secteur énergétique chinois restent plus discrets. La corruption dans l'industrie pétrolière chinoise est bien connue. Il suffit de prendre en compte une série d'enquêtes en 2014 qui ont vu plus d'une douzaine de cadres du secteur pétrolier inculpés, démis de leurs fonctions ou tout simplement portés disparus. Un récent scandale a montré que des camions-citernes utilisés pour transporter du charbon industriel servaient aussi à transporter des huiles alimentaires. Et aussi récemment qu'en 2024, un haut dirigeant de la China National Petroleum Corporation a été accusé d'avoir accepté d'importants pots de vin. C'est le dernier signe qu'il reste encore de vrais problèmes à identifier. Si la Chine utilise déjà ses réserves stratégiques de pétrole pour aider d'autres pays face à la guerre avec l'Iran, elle pourrait en avoir moins à partager que prévu. Même si la consommation intérieure de pétrole pourrait être compensée par des énergies alternatives, ce n'est pas possible pour le matériel militaire chinois. Le complexe industriel de défense chinois est bon, il est même très bon, mais il n'est pas encore assez avancé pour savoir comment fabriquer, par exemple, un chasseur furtif électrique. Et il faudra encore des années avant que la Chine ne mette en service son premier porte-avions à propulsion nucléaire, sans parler des autres navires de surface qui dépendraient d'autre chose que du carburant conventionnel. En résumé, le coût énergétique d'une invasion de Taïwan reste impossible à compenser. La Chine peut réduire le recours à ses réserves de carburant d'autres manières, mais quel que soit le coût énergétique d'une invasion, eh bien c'est le prix à payer. Et cela nous amène à la question ultime de cet épisode.
Si la Chine utilise ses réserves stratégiques de pétrole non seulement ponctuellement, mais durant plusieurs mois, compromet-elle alors sa capacité à envahir Taïwan? Et si c'est le cas, a-t-elle compromis ce potentiel militaire précisément au mauvais moment géostratégique? Encore une fois, si la Chine souhaite vraiment envahir ouvertement Taïwan, elle ne trouvera pas de moment plus idéal qu'actuellement, alors que le monde est distrait, l'Amérique imprévisible, le Japon pas prêt, et une grande partie de la communauté internationale a abandonné les règles. La Chine se trouve en ce moment dans sa meilleure fenêtre d'opportunité. Et il faut mentionner que de nombreux experts de la Chine ont interprété la récente purge par Xi Jinping de son chef militaire, Zhang Youyusha, comme une réponse à l'hésitation de Zhang à attaquer Taïwan. Selon ces experts, il veut mener une invasion. Plus tôt ce sera, mieux ce sera. Mais à ce stade, une invasion est-elle même possible ? Malheureusement pour Taïwan, certains indicateurs suggèrent que les pénuries stratégiques de la Chine pourraient être moins graves que prévu. D'une part, le fait que la Chine importe environ 3 millions de barils de pétrole de moins par jour qu'auparavant ne signifie pas nécessairement qu'il y a une pénurie générale en Chine. Encore une fois, Pékin compense une partie de cette pénurie en passant à d'autres sources d'énergie. Et puis, il y a le fait que la Chine n'a réellement commencé à puiser dans ses réserves qu'en mai, et même à ce moment-là, les retraits étaient relativement mineurs, environ 1 demi-million de barils par jour. Pour comparaison, les États-Unis utilisaient presque 2 fois plus de leurs réserves stratégiques début juin. Quant à la raison pour laquelle la Chine a pu attendre aussi longtemps, on sait que Pékin avait augmenté ses réserves de pétrole avant le début de la guerre, en remplissant ses capacités de stockage disponibles grâce à une hausse de ses importations en provenance d'Iran et de Russie. Cela a beaucoup aidé l'Iran, surtout alors qu'il tentait de vider au maximum ses réservoirs de stockage. En prévision d'un blocus en temps de guerre où l'Iran aurait dû continuer à stocker sa production de pétrole dans littéralement n'importe quel récipient qu'il pourrait trouver, ou risquer d'endommager ses puits en essayant de les fermer. Ailleurs dans le pays, la Chine semble manquer de matières premières, des sous-produits pétrochimiques utilisés pour divers travaux industriels. La Chine aurait ralenti sa production de matières premières pour garder davantage de pétrole en réserve pour la consommation courante, transférant ainsi une partie de la pénurie vers un autre pan de l'économie. Si l'on prend tous ces facteurs ensemble, on pourrait avancer que ces inquiétudes sont tout simplement exagérées, que la Chine conserve l'essentiel de ses réserves de carburant d'avant la pénurie. Et bien qu'elle absorbe une grande part du déficit énergétique mondial, elle gère surtout cet impact autrement. Selon cette analyse, la Chine peut toujours menacer Taïwan comme avant. Cependant, seul le Parti communiste chinois connaît la situation de cette réserve stratégique de carburant. Et si la Chine a observé ce que la Russie a fait en Ukraine ou ce que l'Amérique a fait en Iran, alors cela lui a rappelé à quel point une offensive militaire peut rapidement sortir du scénario prévu. Même avec sa réserve stratégique de pétrole entièrement remplie, la Chine aurait une marge de manœuvre très réduite. Sous blocus et sanctions, elle pourrait tenir quelques semaines avant de devoir puiser dans la réserve, mais une fois ce processus entamé, les réserves commenceraient à s'épuiser rapidement. Si l'invasion chinoise ne se passe pas comme prévu, il faudra davantage de carburant pour prolonger les opérations et lancer de nouvelles offensives afin de modifier le cours du conflit. Les autres bouées de sauvetage de la Chine au Myanmar, au Kazakhstan et ailleurs pourraient ralentir l'hémorragie, mais seulement si elles restent disponibles, ce qui n'est pas garanti dans ce contexte mondial. Une invasion de Taïwan, quelles que soient encore les circonstances, est une opération très délicate pour la Chine, et envahir avant que la réserve stratégique de pétrole ne soit entièrement reconstituée ne ferait qu'ajouter des risques inutiles. Mais le temps presse. La fenêtre d'opportunité de la Chine se referme. Encore une fois, il faut se demander, pourquoi puiser dans les réserves maintenant ? Notre équipe Warfront n'a pas réussi à contacter Xi Jinping à ce jour, nous ne pouvons donc proposer que des suppositions éclairées sur le sujet. Parmi les options disponibles, certaines méritent d'être mentionnées. En constatant les échecs américains en Iran et russes en Ukraine, la Chine pourrait conclure que cela n'en vaut tout simplement pas la peine pour une grande puissance d'envahir un adversaire plus petit, même s'il semble faible sur le papier. Les forces armées, les drones et missiles de Taïwan, ainsi que le terrain difficile, suggèrent qu'elles pourraient représenter une épine pour la Chine, comme l'Ukraine et l'Iran. La probable intervention des alliés de Taïwan et l'importance capitale des semi-conducteurs taïwanais pour motiver une réaction mondiale suffisent à amener la Chine à conclure que cela ne vaut tout simplement pas la peine de franchir le pas. Alternativement, la Chine peut penser que les avantages mondiaux qu'elle peut tirer en faisant dès maintenant jouer son soft power sont supérieurs à ceux qu'elle obtiendrait en attaquant Taïwan.
La Chine pense peut-être qu'il vaut mieux attendre les prochaines élections à Taïwan pour voir si l'opposition pro-Pékin l'emporte, et que miser sur ce scénario est plus avantageux, même si cela rendrait une invasion future un peu plus difficile. Ou, si l'on envisage un revirement majeur par rapport au ton de 2026 jusqu'ici, il est possible que le monde ait eu de la chance et que Pékin ait discrètement renoncé à l'idée d'envahir Taïwan encore une fois. Nous sommes en 2026, donc nous ne comptons pas vraiment sur cette dernière possibilité. Mais vous savez, on peut toujours rêver. En tout cas, il est trop tôt pour que les dirigeants de Taipei poussent un soupir de soulagement. Pékin a toujours d'autres cartes à jouer. Elle parvient souvent à des évaluations stratégiques qui surprendraient le reste du monde, et ses récentes escalades envers Taïwan suggèrent que l'île reste en tête de la liste des cibles de la Chine. Mais à mesure que la Chine puise de plus en plus dans ses réserves stratégiques de pétrole, Taïwan a des raisons de croire que sa sécurité s'améliore un peu plus chaque jour. La Chine est patiente, la Chine est rusée, mais une invasion de Taïwan ne peut pas être repoussée indéfiniment. Et tenter de mener cette invasion dans des circonstances moins qu'idéales, ce serait une mission vouée à l'échec. Merci de votre attention.